la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas mourir asphyxié. Parce qu'il faudra des centaines d'années avant d'épuiser l'oxygène qu'il y a dans l'atmosphère. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va mourir de faim et beaucoup plus rapidement. Parce qu'effectivement, s'ils font la grève de l'oxygène, ils ne produiront plus de nourriture. Ouais. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on ne mourra pas asphyxié. La mauvaise, c'est qu'on mourra de faim. Ouais, c'est pas forcément la meilleure option. Bon, donc il faut là aussi donner un peu des échelles de temps. Mais aujourd'hui, effectivement, mettre dans la tête des gens ces échelles de temps longs, et puis dire par exemple, vous savez, dans à peu près 3000 ans, il y aura 120 mètres d'eau sur Paris, ça fait un peu réfléchir. Alors vous pouvez dire, d'ici 3000 ans, le nombre de conneries qu'on pourra faire, bon, on a le temps. Mais il faut remettre les gens quand même, et c'est ça l'intérêt de la biodiversité, c'est de leur faire percevoir quand même qu'ils ne sont que des petites créatures éphémères, qui à l'échelle de la vie durent quelques secondes, et que se mettre, puisqu'on est censé être des êtres intelligents, se mettre un peu dans cette perspective de que faisons-nous pour transmettre à ceux qui vont nous suivre des conditions de vie un peu au moins aussi bonnes que celles qu'on a connues et si possible un peu meilleures dans beaucoup d'endroits de la planète. C'est ça aussi qu'on essaye de dire quand on parle de biodiversité. Pour revenir du coup sur ces organismes qui sont dans l'océan, qui captent le CO2 pour en faire une coquille, du coup, forcément ça fait un effet d'auto-amplification, parce que si le CO2 provoque de l'effet de serre et donc contribue au réchauffement, et que la chaleur des océans contribue à l'acidification des océans et donc empêche ces organismes de pouvoir capter davantage de CO2, ça veut dire que l'effet produit par le CO2 va s'auto-amplifier de lui-même dans le temps. Oui, ah ben oui, vous avez tout à fait, vous avez compris le problème, c'est que aujourd'hui, on estime que tout ce gaz carbonique qui est capté par une partie des forêts, l'océan et autres, nous économise à peu près entre un tiers et la moitié de l'effet de serre. C'est-à-dire qu'il pompe à peu près un tiers de tout ce qu'on émet comme gaz carbonique. Donc, ils nous font gagner du temps. Ils ralentissent justement parce que tout le gaz carbonique qu'on émet, ils en reprennent une partie. Mais s'ils commencent à faire la grève, comme je vous le disais, là, tout le CO2 qu'on va émettre, lui, il ne sera plus capté. Hein, même si on dit on va le pomper, on va le mettre dans des gisements de pétrole et autres, mais aujourd'hui c'est quand même pas à l'échelle du problème. Et donc c'est ça l'enjeu. Et par exemple, vous savez qu'on parle beaucoup de 4 degrés de réchauffement à l'échéance 2100. On ne dit pas assez que si on est à 4 degrés en 2100, c'est qu'on n'aura pas résolu le problème. Autrement dit, ça veut dire qu'on sera sur une trajectoire qui continue à monter. Et en fonction de ça, eh bien, on peut calculer que si on était idiot, ce qui peut arriver, et qu'on décidait de dire les énergies renouvelables, tout ça, on s'en fout, on va continuer à brûler tout notre gaz, tout notre pétrole et tout notre charbon. Hein, on va puiser toutes les réserves d'énergie fossile. Et on sait que, par exemple, pour le charbon, on peut en brûler encore pendant 200 ou 300 ans. Donc il y a trop de charbon. Hein. Enfin, il y a trop. Il y en a largement assez. Ce n'est pas du 4 degrés, c'est du 11 degrés. Et 11 degrés, c'est impossible de savoir ce qui peut se passer, quoi. C'est l'horreur absolue, quoi. Et donc, le défi qu'on a, c'est comment on va faire pour être suffisamment intelligent pour se passer de quelque chose qui restera abondant et pas cher. Donc en permanence, et regardez ce qui se passe aux États-Unis, en permanence la tentation de dire les voitures électriques, l'énergie renouvelable, tout ça c'est des miquets, on s'en fout, on prend les énergies les moins chères, eh bien, et vous avez peut-être entendu parler qu'on a découvert, enfin on pense avoir découvert sous la Méditerranée, au large des côtes françaises, un énorme gisement de gaz. Hein. Et donc si on reste là-dedans en disant on continue à prendre l'énergie la moins chère, et elle restera pas chère, hein. Il faut bien voir que si vous prenez sur les 20 dernières années, le prix de l'électricité a augmenté plus vite que le prix du pétrole. Et donc ça, c'est quand même un défi monstrueux. D'accord. Alors vous me direz qu'on a réussi à se passer de ressources qui restaient abondantes et pas chères
quand on a abandonné les silex taillés, puisque du silex, il en reste énormément. Et il n'empêche qu'à un moment de l'histoire de l'humanité, bon, mais ce n'était pas parce qu'il y avait des effets négatifs du silex, hein, c'était parce qu'on avait inventé la sidérurgie et qu'on a dit que c'était plus pratique de passer à l'âge du bronze et à l'âge du fer. Hein. Donc des fois, on sait se passer de quelque chose qui reste abondant, mais si on a mieux. Si on a mieux. Du coup, pour aller dans cette thématique, est-ce qu'on a des solutions concrètes aujourd'hui pour pouvoir éviter d'avoir un impact trop négatif sur notre environnement? Ou est-ce que pour l'instant ça reste assez hypothétique? Alors, il faut vraiment faire du cas par cas, c'est-à-dire se dire, on connaît quels sont les facteurs responsables de l'érosion de la biodiversité, mais d'une espèce à l'autre, ça va être des facteurs différents. Il y a des espèces dans lesquelles il suffit qu'on leur foute la paix, c'est-à-dire qu'on arrête de les exploiter pour que ça redémarre, plus ou moins rapidement suivant la biologie de l'espèce. Je vous prends 2 exemples. Le castor, qui était une espèce extrêmement abondante dans l'ensemble de l'Europe au Moyen-Âge, à la fin du XIXe siècle, il en restait qu'une petite poignée dans le delta du Rhône. Sur l'ensemble de la France, il n'y en avait plus. Or, quand vous regardez la France, il y a des tas d'endroits qui s'appellent Bièvre, etc. Bièvre, ça veut dire castor, c'est l'étymologie beaver en anglais. Donc c'était des endroits, il y en avait partout des castors. 1909, on interdit tout simplement de chasser le castor. C'était une bête qui avait des tas de défauts, ça pouvait se manger pendant le carême parce que c'était considéré comme un poisson par l'Église, ça avait une fourrure qui était très chaude, voire le bonnet de la vie croquette, c'était pas un castor, mais enfin c'était un peu ce genre-là, et puis surtout, ça avait des sécrétions qu'on considérait comme aphrodisiaques. Donc on tirait le castor, vraiment, c'était une nourriture, voilà. 1909, on dit interdiction de tirer le castor. Notre bon vieux castor, il est remonté sur l'ensemble de la vallée du Rhône, par la Saône. Ensuite, il y a eu des transpositions, mais vous savez que maintenant, il y en a un peu partout en France et ça redémarre. L'autre exemple, c'est les baleines. Les baleines, on est passé très très près de l'extinction, et à part maintenant les Japonais et un peu les Islandais, on a quand même réussi à limiter énormément, et bien ça repart aussi. Donc il y a des espèces dans lesquelles eh bien, on sait qu'il suffit d'arrêter de surexploiter et puis c'est bon. Ensuite, il y a les espèces qui sont soumises à des pollutions, hein, dans lesquelles ça peut être, par exemple, pour les rapaces, eh bien, on sait qu'ils sont très sensibles aux pesticides. Alors pourquoi ? Parce que un rapace, ça mange d'autres animaux qui eux-mêmes mangent des végétaux, et donc vous voyez que si on traite des végétaux avec des produits chimiques, ça va concentrer. Donc ceux qui sont en bout de chaîne, ce qu'on appelle la chaîne alimentaire, eh bien ils vont concentrer et donc ils auront des concentrations particulièrement importantes. Et donc on s'est rendu compte que ça rejoint notre problème de calcaire, ça bloquait la fixation du carbone dans la coquille des œufs. Donc ça faisait des œufs mous. Et aujourd'hui, on entend parler beaucoup des perturbateurs endocriniens, des polluants perpétuels, etc., des PFAS, etc. Bon, en fait, on s'en est rendu compte, justement parce que des espèces qui vivaient dans la nature nous ont dit « Oh, il y a un petit problème, il faudrait peut-être regarder qu'est-ce qui est en train de nous arriver ». De même qu'on a vu des poissons qui devenaient à la fois mâles et femelles, parce que c'était aussi des perturbateurs de leur production. Et donc, effectivement, on voit bien qu'il y a des espèces, très vraisemblablement, qui sont éliminées surtout à cause des pesticides, notamment. Ça peut être des pollutions un peu bêtes. Je prends un exemple de la Bretagne. Vous savez que la Bretagne est un très joli pays et qu'il y a encore des saumons qui remontaient les rivières. Et le saumon, il remonte les rivières, non pas pour le plaisir de remonter les rivières, mais c'est parce qu'il a besoin d'une eau assez fraîche et surtout d'un endroit où il y a des gros granulés de cailloux sur le fond de l'eau, parce que comme ça, il pond ses œufs, les œufs se mettent entre les cailloux, et comme c'est des gros cailloux, l'eau passe à travers les cailloux et amène de l'oxygène aux œufs, ils peuvent se développer. Si sur le bassin versant, vous développez la culture du maïs, qui pleut pendant l'hiver, et que ça vous met de la terre qui dégringole dans la rivière, eh bien ça va boucher le lit du caillou. Donc l'eau, elle reste bien claire, elle n'est pas polluée, mais les œufs qui se retrouvent recouverts d'argile, ils meurent. Ils étouffent. Donc ça, on ne voit pas des cadavres de saumon en surface, on ne voit pas des mortalités massives, mais des petits signaux de ce genre, auxquels on n'est pas sensible,
eh bien, peuvent suffire à perturber une espèce et voire à la voir disparaître. Je vous prends un autre exemple, qui est un peu idiot. Vous savez que beaucoup d'insectes, pour que les mâles, pour attirer les femelles, émettent des substances qui sont perçues. Alors les oreilles des insectes, c'est les antennes. Bon, et donc ces molécules sont perçues par les femelles et les femelles vont aller vers le mâle. Bon. Mais dans les villes, au ras du sol, il y a beaucoup d'ozone. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre les bébés dans des poussettes trop basses d'ailleurs. Bon. Or l'ozone c'est un oxydant, c'est quelque chose qui va détruire les molécules organiques et qui va notamment détruire ces signaux olfactifs. C'est comme si on vous coupait votre fibre optique sur Internet. Donc la femelle, elle cherche. Et elle trouve. Bon. Et donc il faut vraiment se dire que tous ces êtres vivants, pour vivre, ils sont comme nous, ils ont besoin de communiquer entre eux, d'échanger des signaux sonores. Par exemple, vous savez que les oiseaux des villes, ils chantent un peu plus haut que les oiseaux de la campagne pour se faire entendre un peu mieux, comme il y a beaucoup de bruit de basse fréquence. Donc ils s'adaptent un peu, mais ils ont besoin d'émettre des signaux sonores, des signaux éventuellement magnétiques, des signaux chimiques, pour communiquer entre eux et se reconnaître. Et donc, il faut vraiment faire attention au fait que nous, on est des grosses bêtes et on peut très bien perturber toute cet Internet du vivant, ne serait-ce que parce que ces substances, on ne les sent pas, qu'il y a des tas de sons qu'on n'entend pas. Par exemple, une vache, elle entend jusqu'à une fréquence qui est à peu près 2 fois plus haute que celle que nous, on entend. Enfin, moi, à mon âge, c'est même 4 fois plus haut, puis vous savez, quand on vieillit, on n'entend pas de moins en moins les aigus. Bon. Donc la vache, elle va entendre des choses qu'on n'entend pas, qui peuvent l'alerter, et éventuellement la perturber. De même, vous savez que les baleines, au contraire, entendent des très très basses fréquences. Donc, toute cette signalétique, tout ce réseau de messages que les êtres vivants échangent entre eux, ils en ont besoin. Et il faut se dire effectivement qu'il ne faut pas jouer l'éléphant dans le magasin de porcelaine, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce que quand j'entends ça, j'ai l'impression qu'en fait, peu importe ce qu'on essaye de faire, on a forcément un impact sur le vivant, que ce soit sur des choses qui paraissent évidentes et dont on peut avoir un impact, sur lesquelles on peut avoir un impact, mais des fois des choses qui sont beaucoup plus subtiles, dont on ne se rend pas forcément compte. Comment est-ce qu'on peut du coup maîtriser l'impact qu'on a ? Si vous voulez, il y a des espèces qui ont vraiment besoin qu'on leur foute la paix, mais vraiment complètement. Je prends l'exemple du grand tétras. Le grand tétras, c'est cette espèce d'énorme coque là, qui hiberne sous la neige, dans les massifs où il y a de la neige, et il reste à une température un peu plus basse sous la neige pendant tout l'hiver. Il suffit que quelqu'un fasse du randonnée hors piste et dérange un tétras en train d'hiberner. Le tétras va se mettre à voler, donc il faut d'abord qu'il se réchauffe. Et on dit qu'il suffit qu'il soit dérangé 2 fois dans l'hiver pour qu'il n'arrive pas à survivre. C'est la même chose pour les chauves-souris. Vous savez que les chauves-souris, elles hibernent dans des cavernes. Si vous rentrez par inadvertance dans une caverne où il y a des chauves-souris, ça va être une panique monstrueuse. Et le temps, effectivement, qu'elles se remettent en place, elles auront usé une partie de leur réserve. Ces petites bêtes, ça n'a pas beaucoup de réserve quand même. Bon. Donc il y a vraiment des espèces sur lesquelles il faut trouver des zones complètement protégées, où on dit aux humains, écoutez, désolé, mais là, faut y aller sur la pointe des pieds et peu nombreux, et donc c'est ce qu'on appelle une réserve intégrale. Puis il y a d'autres espèces qui n'en demandent pas tant. Donc c'est ce que je vous disais au début, il faut faire du cousu humain, c'est-à-dire connaître quelles sont les exigences, j'aime bien dire les habitudes, parce que souvent les espèces ont des exigences, non, mais elles ont des besoins minimum, quoi. Et puis voir effectivement quelles sont celles sur lesquelles il suffit d'arrêter de les exploiter, et d'autres qui ont besoin peut-être d'une protection plus importante. D'autant plus qu'on fait partie du coup de cet écosystème. Certes, on a un énorme impact sur la vie en fait qui nous entoure, mais la vie qui nous entoure a aussi un impact sur notre vie à nous. Alors, tout à l'heure, on a dit que il ne fallait pas forcément classifier les espèces en fonction de l'intérêt qu'elles ont, surtout que très souvent, quand on juge de l'intérêt d'une espèce, on la juge par rapport à nous, mais il y a énormément d'espèces qui nous rendent un service plus que précieux et qui nous permettent de vivre, en fait. Est-ce qu'on a des exemples, du coup, de ces espèces dont on dépend ? Je vous ai donné l'exemple, effectivement, de ces espèces qui nous alertent, ce qu'on appelle
On dit la biodiversité, c'est l'assurance vie des humains. Autrement dit, c'est des espèces qu'on peut considérer comme des donneuses d'alerte, d'une certaine manière. Et il y a le cas des espèces qui fonctionnent, par exemple en produisant de l'oxygène, mais il y en a d'autres qui, par exemple, vont retirer les excédents de pesticides ou les excédents de nitrates dans l'eau. Et ça nous économise des stations d'épuration. Il y a un exemple qu'on cite toujours, qui est la ville de New York, qui devait choisir, pour alimenter la ville de New York en eau potable, entre construire des stations de traitement de l'eau ou réaménager tout le bassin versant pour avoir une agriculture très, très peu polluante. Et donc, ils ont calculé que les stations d'épuration, ça coûtait 10 milliards, réaménager le bassin versant, ça coûtait que 2 milliards, donc ils faisaient 8 milliards d'économies en utilisant les capacités de la biodiversité à épurer naturellement l'eau. Et puis, il y a des cas où c'est en imitant le vivant et des savoir-faire du vivant qu'on va trouver des solutions à des problèmes. Alors, je prends un exemple que vous avez peut-être vécu, qui est au moment du Covid, pour savoir si vous aviez ou non la maladie, on vous faisait un petit truc désagréable en allant vous gratouiller dans le nez, et on vous disait, on va vous faire une PCR. Hein, peut-être vous rappelez de ce... Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, il y a plus de 50 ans, il y avait un biologiste américain, à l'époque où les scientifiques américains pouvaient faire ce qu'ils voulaient, qui s'est dit, tiens, dans les geysers de Yellowstone, dans le parc naturel de Yellowstone, où l'eau est à 70 degrés, est-ce qu'il y a de la vie dans cette eau? Et il a regardé, il a vu qu'il y avait des trucs qui ressemblaient à des bactéries. Et puis il a dit, ben oui, mais est-ce qu'elles sont vraiment vivantes? Et il a montré qu'elles se reproduisaient à 70 degrés. Reproduisaient à 70 degrés, ça veut dire qu'elles étaient capables de multiplier leur matériel génétique, leur ADN, à 70 degrés. Donc il a regardé comment ça marchait, et puis il a dit, ben tiens, si je prends un tout petit bout d'ADN qu'il y a dans le nez, puisque quand on a été vous gratouiller le fond du nez, il y avait peut-être 5-6 virus, donc bon. Et donc, si on peut extraire tout ça, ce petit bout d'ADN, et puis multiplier très vite avec ce que ça fait ces bactéries, on a suffisamment d'ADN pour dire effectivement c'est bien l'ADN du Covid ou c'est pas l'ADN du Covid. Donc, ce résultat tout à fait fondamental d'il y a plus de 50 ans, ben heureusement qu'on l'avait pour être capable effectivement de diagnostiquer très rapidement les gens qui avaient le Covid ou pas. Donc il y a, si vous voulez, toute une série de savoir-faire des êtres vivants qu'on est content de trouver, souvent longtemps après. Je vous prends un exemple que j'aime bien, vous connaissez la carotte. Hein. Bon, la carotte, on pensait tout savoir sur la carotte quand même. Bon, ben, il y a un chimiste, il y a pas mal de temps, qui a extrait de la carotte une drôle de molécule qu'il a fait cristalliser. Alors je vous passe le nom, c'est un nom à coucher dehors. Mais il l'a fait cristalliser et il a constaté qu'elle changeait de couleur avec la température. Il a dit, tiens, ça c'est intéressant. Et ben, c'est comme ça qu'on a fait les premiers écrans à cristaux liquides. C'était la découverte des cristaux liquides, c'est-à-dire de ces cristaux, vous voyez, dont l'affichage change en mettant une petite résistance derrière. Et donc, c'était une carotte qui savait aussi faire des cristaux liquides. Et donc, on a découvert ça longtemps après. Je pourrais vous donner des tas d'autres exemples dans lesquels... Alors, pour résumer, ça veut dire que le vivant, c'est comme une immense bibliothèque de bouquins, hein, de choses que les vivants savent faire, et dont on a lu une toute petite partie. Et donc ça veut dire que quand on pose la question est-ce qu'il faut garder toutes ces espèces, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ben, la réponse c'est tant qu'on n'a pas lu les bouquins, il faut peut-être mieux les garder. Oui. D'ailleurs, du coup, pour revenir sur des espèces des fois un petit peu insolites, est-ce qu'il y a des exemples dans le vivant de choses qui vous ont marqué, qui vous ont peut-être surpris, dont vous ne vous doutiez pas? Ben, disons que parfois on se dit comment une espèce pareille a pu arriver jusqu'à nous. Je prends un exemple qui est ce qu'on appelle vulgairement le cousin, c'est-à-dire ce moustique à grandes pattes, qui est maladroit comme c'est pas possible, qui se prend dans le moindre grain de poussière ou fil d'araignée, etc. Donc le nom savant c'est une tipule, donc c'est pas méchant du tout, ça pique pas, c'est bon. Mais je me dis mais comment cet engin-là a pu nous parvenir. Autrement dit, depuis 3 milliards d'années, les êtres vivants se réinventent sans cesse, hein, puisqu'on n'a jamais vu une espèce disparue qui réapparaissait, c'est d'autres espèces qui apparaissent, mais il n'y en a aucune qui a trouvé la solution définitive.
Autrement dit, ils ont tous trouvé les moyens d'exister, plus ou moins longtemps, et puis sans cesse, ils créent de la nouveauté, et c'est ça qui est fabuleux, et qui devrait peut-être nous inspirer un peu, c'est que plutôt que de dire on va trouver la solution définitive à tous nos problèmes, eh bien le fait de dire que tous les êtres vivants, et donc tous les humains, ont peut-être des solutions à apporter aux problèmes de demain, c'est peut-être ce que ça nous enseigne, hein, c'est-à-dire une certaine modestie, en disant il ne faut pas rêver à soi tout seul à avoir la solution géniale, il faut dire que collectivement, on essaye de s'adapter, d'inventer, etc. Parce qu'une des choses récentes de la biologie, vous savez que maintenant qu'on peut regarder ce qu'on appelle le génome, c'est-à-dire le matériel génétique, on peut calculer, par exemple pour les humains, combien il y a d'êtres humains différents possibles. Hein, on peut dire, voilà, sachant de ce qu'on sait sur le génome, on arrive au fait que c'est des milliards d'êtres humains différents possibles. Ce qui veut dire que deux êtres vivants, on n'aura jamais deux êtres vivants identiques. C'est-à-dire qu'à chaque génération, les êtres vivants, ils ne se reproduisent pas, ils se renouvellent. Hein, parce que se reproduire, ça veut dire qu'ils seraient... même deux jumeaux, on sait génétiquement qu'ils ne sont pas tout à fait identiques. Et donc, sans cesse, les êtres vivants se renouvellent, testent des petites variations, regardent si ça marche pas, etc. Et puis, le milieu évolue, donc ce qui était valable à un moment donné est plus valable à un autre moment. Et c'est une espèce de mécanique extraordinaire depuis 3 milliards d'années pour se réinventer sans cesse avec des entités qui ne durent pas longtemps. Hein, il faut bien se rappeler que la plupart des êtres vivants, ça vit moins d'1 an, ça pèse moins d'1 gramme, et ça se déplace de moins d'1 mètre au cours de sa vie. Hein, donc nous, on est très particuliers. Donc ces petites choses qui durent l'espace d'un instant, c'est ça qui fait la vie qui sans cesse s'est renouvelée depuis 3 milliards d'années. Là, on a vu toute la vie qui fourmille autour de nous, mais de ce que j'ai compris, la vie fourmille aussi à l'intérieur de nous. On parle aussi de microbiote, on parle aussi de différentes espèces qui sont même dans nos muqueuses, sur notre peau. Toutes ces espèces interagissent avec nous, elles font partie de nous, ou il faut vraiment les voir comme des entités qui sont séparées de nous? Ça dépend comment vous voulez vous penser. C'est-à-dire que vous avez l'information, vous venez de la donner, c'est-à-dire qu'à la surface de notre peau, dans nos cils, dans notre bouche, à l'intérieur de notre tube digestif, eh bien, il y a des tas d'autres êtres vivants, et on sait qu'ils sont très divers, même génétiquement. S'ils sont là, c'est qu'ils y trouvent leur intérêt. Hein, autrement dit, on contribue à les nourrir, mais en sens inverse, ils nous protègent. Par exemple, vous ne posez pas la question, est-ce que mon cerveau fait partie de moi? Or, vous savez très bien que votre cerveau, de temps en temps, fait des choses sans vous demander votre avis. Ouais. Bon, mais vous ne lui en voulez pas. Hein, vous dites, c'est moi quand même. Hein, même si parfois il vous joue des tours, mais bon, par exemple, une chose extraordinaire, c'est le nombre de choses que votre cerveau décide de retenir qui servent strictement à rien. Cherchez dans votre tête, je suis sûr que vous avez en tête, par exemple, le numéro d'immatriculation de votre premier scooter, ou que sais-je, enfin des informations que le cerveau a décidé de retenir, qui ne servent à rien. Puis il y a des choses que vous voulez retenir et que votre cerveau ne veut pas retenir. Donc il fait son petit bazar dans son coin, mais il fait bien partie de vous. Et effectivement, c'est la question, cette flore qui vit avec nous, en bonne intelligence, qui nous protège. Est-ce que vous décidez d'en prendre soin en disant ça fait partie de moi, au même titre que vous prenez soin de vos muscles, de votre cœur, etc. Est-ce que vous dites c'est un organe qui m'appartient, ou bien vous dites ceux-là, je les garde parce que je ne peux pas faire autrement, à la limite, à moins de me bourrer d'antibiotiques en permanence, ce qui ne serait pas très réussi, vous verriez vite le problème. Bon.